This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce voyage de l'esprit. Le mois d'octobre vient de s'achever. Et avec lui symbolise le début de l'arrivée de l'hiver, du sombre, du froid. La fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre qui, dans beaucoup de cultures, symbolise la mort, voire l'horreur, pour le cas d'Halloween par exemple. Nous aimons nous faire peur, c'est un fait, et ressentir ce frisson face à l'inconnu, face à ce que nous ne comprenons pas, qui nous fait en quelque sorte nous sentir vivants. Alors, à période particulière, épisode particulier, dans cet épisode de Poussière d'étoiles, nous allons abreuver votre soif de frayeur et de frissons. Tel un chant de sirène, l'appel de l'espace est aussi beau qu'il est dangereux. Car si nous abordions jusqu'à présent les merveilles de l'univers avec Willy, sa beauté éclatante arbore de sombres reflets. Création et destruction sont les mêmes faces d'une pièce qu'est le cosmos, sans remords ni conscience, capable aussi bien de semer la vie que de l'emporter dans les sillages du temps. Plus encore, certains mystères, encore irrésolus, nous confrontent à notre ignorance dont l'explication implique une remise en question totale de notre conception du cosmos. À la manière de ces mèmes de l'iceberg dont les thèmes abordés sont de plus en plus sombres à mesure que nous sombrons dans les abysses, je vous propose plutôt un mème de l'espace en 2 épisodes dont les sujets seront d'autant plus effrayants que nous nous éloignons de notre terre nourricière et plongeons dans les confins les plus obscurs de notre univers. C'est bien connu, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Rassurez-vous, je ne vais pas vous jeter dans les abîmes comme ça. À la manière de plongeurs, nous allons descendre progressivement par paliers, petit à petit, toujours plus profondément dans l'étrangeté du cosmos. Et si vous avez trop peur, ne vous en faites pas, vous pouvez toujours vous raccrocher à votre ligne de vie. Dans ce premier épisode, nous aborderons 2 sujets. D'abord, les sujets que l'on connaît, que l'on comprend et que l'on peut observer. Et puis, dans un deuxième temps, nous verrons les sujets que l'on connaît, mais que l'on ne peut que difficilement observer, voire impossible d'observer. Dans le deuxième épisode qui suivra celui-ci, nous entrerons dans la dernière étape la plus effrayante, les choses que l'on observe, mais que l'on ne comprend pas. Et enfin, les choses que l'on ne peut observer directement et que l'on ne comprend pas. Enfin, pour l'instant, dans cette première partie, bouillons-nous simplement la nuque et rentrons doucement dans l'eau pour aborder le premier palier, les choses que l'on connaît, que l'on comprend et que l'on peut observer. Et il n'y a pas besoin de s'éloigner très loin de la Terre pour commencer à être happé par la noirceur de l'espace. À peine une centaine de kilomètres suffisent. À cette distance, vous entrez officiellement dans l'espace et vous flottez désormais paisiblement dans votre cabine. Mais pour une raison inconnue, l'émerveillement auquel vous vous attendiez n'est pas là. Et puis, tout à coup, vous vous retournez et apercevez derrière vous la Terre, sa courbure, ses eaux cristallines, ses forêts et ses déserts qui vous paraissent bien insignifiantes. Se produit alors un changement instantané dans votre cerveau. C'est ce qu'on appelle l'overview effect. Cet effet est connu depuis les premiers vols habités et a été rapporté par les astronautes comme étant une expérience personnelle de la Terre vue depuis l'espace. L'appréciation, si on peut dire, est la perception de la beauté
et de l'émotion inattendue et même bouleversante que ça provoque. L'effet peut aller jusqu'à provoquer des changements dans la conception de soi. Mais alors on peut se dire que ce ressenti de prime abord doit être agréable, mais pas tellement. Il est en fait teinté d'une certaine amertume, une mélancolie. Car la beauté de notre Terre témoigne également, évidemment, de sa fragilité, de la finesse de son atmosphère, de son insignifiance face à ce voile noir infini qui l'englobe. La Terre est si petite et l'espace si grand. Soudain, pour vous, observateurs, l'espace prend une dimension plus sinistre. Et bien que l'espace est infini, vous avez l'impression que ce noir absolu vous étouffe. C'est ainsi que rapportera d'ailleurs récemment l'acteur William Shatner de son expérience de vol spatial à bord de la fusée Blue Origin. Il dit, je cite, « Lorsque j'ai regardé dans la direction opposée de la Terre, dans la direction de l'espace, il n'y avait pas de mystère, pas d'admiration majestueuse. Tout ce que j'ai vu, c'était la mort. J'ai vu un vide froid, sombre et noir. Cela ressemblait à aucune noirceur que vous pourriez voir ou ressentir sur Terre. C'était profond, enveloppant, total. » Alors on pourrait penser que cette peur est passagère et peut-être même infondée, mais si seulement. En effet, se rendre dans l'espace, c'est aussi se rendre compte à quel point celui-ci nous est inhospitalier, voire mortel. Imaginez-vous en train de flotter en apesanteur dans votre combinaison aux abords de la Terre. Soudain, vous ressentez une vague de chaleur extrême qui vous fait face et qui vous fait suffoquer. En l'absence d'atmosphère, les rayons du soleil ne sont ni répartis ni atténués. Votre combinaison affiche donc une température de 120 degrés devant vous et moins 150 degrés derrière vous dans l'ombre. Et bien que cet écart de température puisse être impressionnant, il est encore plus impressionnant, voire effrayant, que votre seule survie tient à cette combinaison. Mais si par malheur, justement, cette combinaison venait à défaillir ou alors que vous vous retrouviez dans l'espace sans protection, alors ce n'est pas une mort instantanée, comme on pourrait le penser, qui vous attend, mais bien une longue agonie de plusieurs minutes. Contre-intuitivement, vous ne gèleriez pas, ni ne mourriez de froid. Vous pouvez même maintenir votre température corporelle assez longtemps en fait. Sans gaz ni atmosphère pour dissiper la chaleur, votre corps constitue un assez bon isolant face au vide. Non, le vrai ennemi est la pression, ou plutôt l'absence de pression. Sur Terre, l'eau et les gaz à l'intérieur de votre corps ont tendance à vouloir s'échapper. Mais cette force est contrebalancée par la pression atmosphérique de 1 kg exercée sur chaque centimètre carré de votre peau. Mais dans l'espace, en l'absence de pression atmosphérique, toutes les molécules d'air et de gaz commencent à vouloir s'échapper. Vos poumons se dilatent et enflent comme des ballons. Tout comme votre corps d'ailleurs, qui atteint rapidement 2 fois sa taille. Mais ne vous en faites pas. La peau est extrêmement élastique et vous ne mourriez pas. Mais peut-être que vous le souhaiteriez, tant la douleur serait extrêmement insoutenable. Enfin, l'eau contenue dans votre corps s'évapore et vous sentez littéralement votre corps bouillir. La salive dans votre bouche qui se met à bouillir comme le liquide dans vos globes oculaires, chaque partie de votre corps contenant de l'eau. Et puis, c'est enfin la libération. Si vos poumons n'ont pas déjà explosé, vous finissez enfin par perdre connaissance par manque d'oxygène et mourir. Si vous suivez toujours, j'espère que je n'ai pas entaché vos espoirs de devenir un jour astronaute, mais cette mort, bien que douloureuse, peut-être peu probable, n'a rien à envier aux problèmes sur le long terme du voyage spatial. Car c'est un problème bien connu, les corps dépérissent dans l'espace. Le Soleil, astre protecteur et bienveillant normalement qui nous apporte chaleur et lumière, nous bombarde également de particules de hautes énergies résultant de la fusion nucléaire en son cœur, dont nous sommes heureusement protégés par le champ magnétique terrestre. Mais dans l'espace, bombardés par ces particules à haute énergie et en l'absence de ce champ magnétique protecteur,
Chaque seconde, ces radiations bouleversent un peu plus notre corps. Elles pénètrent nos cellules, et si par malheur un brin d'ADN se trouve sur son chemin, celui-ci est violemment impacté, causant des mutations à notre corps. Ces mêmes mutations qui peuvent mener, lors d'expositions répétées, à des cancers, maladies de peau, des maladies dégénératives ou encore des maladies auto-immunes. Mais le pire dans tout ça, vous seriez conscient que ces particules impactent votre corps. En effet, lors des missions Apollo, des astronautes ont rapporté avoir vu des flashs lumineux alors qu'ils fermaient les yeux. On comprendra plus tard que ces flashs ne sont que le résultat de la collision d'une de ces particules de vent solaire avec leur globe oculaire. Ainsi, même si vous tentez de ne plus y penser, ces radiations se rappelleront toujours à vous. Mais si c'était le seul problème, car les corps se détériorent également en l'absence de gravité. Dans l'espace, vos os et vos muscles s'affaiblissent, principalement dans les jambes et dans le bas du dos. Et oui, dans l'espace où la gravité est très faible, il n'est pas nécessaire d'utiliser ses jambes et ses muscles du dos à chaque instant pour maintenir son équilibre ou se déplacer. Les effets sont exactement les mêmes que pour les patients ou les personnes dans le coma qui restent allongés pendant de très longues périodes, des mois voire des années. Non sollicités, les muscles s'affaiblissent et la masse osseuse diminue si vous restez trop longtemps dans l'espace. Même votre muscle cardiaque finira par s'affaiblir car il a besoin de moins de puissance pour envoyer et surtout faire revenir le sang de vos jambes. Ainsi, après un long voyage vers Mars par exemple, on ne sait tout simplement pas si l'homme serait capable de supporter à nouveau un jour une gravité terrestre sans subir des baisses de pression artérielle par exemple, des évanouissements, voire des problèmes cardiaques. De plus, les fluides du corps se déplacent vers la tête en microgravité, ce qui peut exercer une pression sur vos yeux et causer, in fine, des troubles de la vision. Pour toutes ces raisons, les équipages peuvent présenter un risque accru de développer par exemple des calculs rénaux en raison de la déshydratation et surtout de la perte osseuse qui se traduit par l'excrétion du calcium de leurs os. Leurs os se vaporisent littéralement. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Comme si cela ne suffisait pas, il est prouvé que les vols spatiaux modifient notre système immunitaire. Alors ces dérèglements sont minimes lors de voyages à bord de la station internationale, mais on ne sait tout simplement pas aujourd'hui quel sera l'impact sur un vol long dans l'apparition de maladies auto-immunes. Et même avec tout ça, si on se limitait à des vols courts, comme par exemple sur la Lune, où il faut à peu près environ 3 à 4 jours, eh bien, même elle semble nous envoyer un sombre message de mort. Car si l'on parle en ce moment de colonisation de la Lune à tout va, c'est oublier la menace, parmi tant d'autres, du régolithe. Vous savez, cette fine poudre grise à la surface de la Lune. Bien qu'elle paraisse inoffensive, il n'en est rien. Cette poudre est si fine, plus fine que n'importe quel grain de sable sur Terre ou poussière, qu'elle s'infiltre partout. Les astronautes des missions Apollo en ont retrouvé jusque dans leurs combinaisons. Alors quel est le problème après tout, me direz-vous? C'est un peu comme un peu de sable au fond de vos chaussures quand vous allez à la plage. Mais outre le fait qu'elles peuvent non seulement endommager les équipements et causer des problèmes d'étanchéité, de court-circuit, tout comme elles s'infiltrent dans les appareils électroniques, elles s'infiltrent dans votre corps insidieusement, à chaque instant, dans vos poumons, dans votre système sanguin, dans votre cerveau. Et ces particules, bien que très fines, sont extrêmement abrasives. Ces fines poussières sont autant de petits débris incisifs comme des lames de rasoir qui, en parcourant votre corps, sont capables de provoquer des dommages dans votre système respiratoire, dans votre système nerveux ou même système cardiovasculaire. Ces poussières sont également capables de provoquer des intoxications sur le long terme, car non content d'être hautement abrasif, le régolithe est également constitué de métaux lourds et pour la plupart dangereux pour la santé. Il faut croire que l'espace et même notre Lune n'est pas un endroit si accueillant. En effet, même si nous n'en avons peut-être pas conscience, nous vivons avec une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, au sens figuré, mais également au sens propre du terme. Car au-dessus de nos têtes, ce balai cosmique qui a permis de voir apparaître la vie pourrait à tout instant décider de la reprendre. Rien que dans notre propre système solaire, notre étoile n'est pas en reste. Elle qui, comme je l'ai dit, nous apporte chaleur et lumière, cet astre nourricier éjecte par ailleurs
d'énormes quantités de radiation et de particules chargées dans toutes les directions de l'espace lors d'éruptions solaires. Et même protégés par notre champ magnétique terrestre, nous ne sommes pas à l'abri. 1 ou 2 fois par siècle se produisent des super tempêtes solaires. Avant tout, il faut voir le Soleil non pas comme un astre solide, mais bien comme un astre gazeux, constitué de plasma qui circulent dans des mouvements de convection chaotiques. Or le plasma, ce sont des particules ionisées, autrement dit, des particules qui sont électriquement chargées. Sauf que, vous le savez peut-être, si vous écoutez notamment à quoi ça sert, l'électricité et le champ magnétique sont liés. S'il y a déplacement d'un courant électrique, il y a automatiquement création d'un champ magnétique. Et donc ces courants de plasma, en se mouvant, vont faire émerger des lignes de champ magnétique tout aussi chaotiques. Celles-ci s'entrecroisent, s'entremêlent, et parfois, ces lignes de champ subissent une pression tellement intense qu'elles finissent par se rompre. La puissance de cette brisure de cette ligne de champ éjecte dans l'espace du plasma à haute énergie. C'est ce qu'on appelle des éjections de masse coronale. Ces éjections arrachent des millions, voire des milliards de tonnes de plasma de l'atmosphère solaire et qui se meuvent à des vitesses pouvant excéder 9 millions de kilomètres par heure. Lors de ces cas de ces super tempêtes, si jamais celle-ci heurtait la Terre, elle déclenche une onde de choc qui compresse violemment notre champ magnétique terrestre. Le champ magnétique du plasma et celui de la Terre vont alors fusionner et l'énergie contenue étant trop forte, les lignes de champ de notre propre champ magnétique terrestre vont se briser à leur tour et le flot de rayonnement va se décharger sur Terre. Dans ce cas probable, se produirait alors une tempête géomagnétique sur Terre. À vrai dire, l'humanité a déjà eu affaire à ce genre d'événement. La tempête de Carrington est la plus grande tempête géomagnétique jamais enregistrée sur Terre. Elle a eu lieu en 1859. L'événement fut si intense que des aurores se sont formées jusqu'au sud des Caraïbes. Heureusement, nous n'avions à l'époque qu'une seule forme de technologie moderne, le télégraphe. Mais ceux-ci ont dysfonctionné partout dans le monde, électrocutant les opérateurs et faisant même des étincelles. Mais aujourd'hui, vous le savez, nous avons un peu plus de technologie que le télégraphe et nous pourrions être un peu plus malchanceux. Des études récentes ont estimé à un peu plus d'1 chance sur 10 le risque de connaître une nouvelle tempête solaire au cours de la décennie. Et si cela ne se produit pas, eh bien, le risque augmente donc un peu plus chaque année. À vrai dire, nous ne sommes pas passés loin. Une tempête aussi puissante que celle de l'événement de Carrington a manqué la Terre de peu en 2012. Des études ont prouvé que cette tempête, si elle avait frappé la Terre, aurait pu infliger des dégâts importants aux systèmes électroniques mondiaux, coûtant 2,6 trillions de dollars rien qu'aux États-Unis. Hormis les coûts des réparations des infrastructures, le temps requis afin de remplacer les systèmes endommagés a été estimé entre 4 et 10 ans. Et pendant ces années, qui pourraient passer pour une éternité, on ne peut qu'imaginer ce que la civilisation endurerait dans un monde entièrement dépendant de l'électronique et de l'électricité. Une civilisation qui serait coupée de systèmes de télécommunication, d'électricité, de chauffage, de rupture de chaînes d'approvisionnement. Ça sonne comme un scénario apocalyptique, n'est-ce pas? Mais bien qu'effrayant, cet incident, s'il survenait, n'éradiquerait pas l'homme, et encore moins la vie. D'autres cataclysmes feraient bien pâlir notre étoile, tant ils sont bien plus destructeurs. L'histoire de la Terre est d'ailleurs parsemée de cataclysmes venus de l'espace. Nous vient en tête évidemment, on ne connaît que trop, le destin des dinosaures, scellé après la collision d'un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres. Dans ce cas-ci, c'est l'éjection de morceaux de croûte terrestre en fusion, puis leur retombée un peu partout, qui va provoquer l'embrasement du reste de la surface de la Terre qui n'a pas encore été touchée. Les tsunamis géants, la poussière et les cendres qui assombrissent le ciel pour les siècles à venir provoquent ce qu'on appelle un hiver d'impact, plafonnant les températures à quelques degrés seulement. Et bien que vous vous dites que l'humanité semble protégée, notamment avec le succès de la mission DART récemment qui a prouvé la possibilité de dévier la trajectoire d'un astéroïde, car les estimations suggèrent que nous ne connaissons actuellement que 10% des objets astéroïdes ou comètes qui circulent dans le système solaire susceptibles de nous impacter. Enfin,
Un autre événement, bien qu'avec une possibilité extrêmement faible, mais pas nulle, est un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers et également une menace destructrice pour la vie, le sursaut gamma. Comme son nom l'indique, ce phénomène très bref illumine le ciel pendant quelques heures seulement et peut être vu à des millions d'années-lumière dans d'autres galaxies que la nôtre. Ces petits flashs sont dus à l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante, aboutissant soit à la formation d'un trou noir, soit d'une étoile à neutrons. L'énergie libérée est telle qu'elle est au-dessus des rayons X. Ce sont ces fameux rayons gamma qui sont émis dans un faisceau hyperdirectionnel de part et d'autre de l'axe de rotation de l'étoile. Ces phénomènes sont observés au rythme d'1 par jour en moyenne et se produisent généralement si loin de la Terre qu'elles sont même dans d'autres galaxies que la nôtre. Mais ce genre de phénomène n'est pas impossible dans notre galaxie. Et malheur à ceux qui se trouvent sur le passage de ce rayon laser cosmique. À cause de ces phénomènes, les chercheurs estiment même que seuls 10% de toutes les galaxies connues sont susceptibles d'abriter la vie telle que l'on connaît. Les autres 90% des galaxies possèdent des régions stellaires trop denses et donc avec trop d'occurrences de ces sursauts gamma pour présenter un environnement sans danger. Les simulations informatiques estiment même qu'un sursaut gamma survenant dans un rayon de 6500 années-lumière autour de la Terre pourrait potentiellement présenter un danger. Et si par malheur nous étions sur le passage d'un de ces sursauts gamma, alors ceux-ci, en frappant l'atmosphère, entraîneraient une série de réactions chimiques, qui se traduiraient d'abord par l'apparition d'oxyde d'azote et de dioxyde d'azote. Ces oxydes d'azote sont extrêmement nocifs pour la couche d'ozone, qui risquerait alors de disparaître pendant plusieurs années. Mais ce n'est pas tout, car ces oxydes d'azote causent également une brune de couleur brunâtre, épaisse, et finissant par retomber sur Terre sous forme de pluies acides. Et cette brume masquerait également le ciel et conduirait à un hiver cosmique comme les astéroïdes. Il se peut que la Terre ait même déjà fait les frais par le passé d'un tel phénomène. C'est en effet une des hypothèses avancées pour expliquer une extinction massive de l'ordovicien silurien qui a eu lieu il y a 445 millions d'années sur Terre. Alors jusqu'ici, j'espère que l'espace ne vous paraît pas encore trop inquiétant, car nous ne faisons que frôler la surface de l'eau. Nous ne sommes qu'à des échelles et à des tailles relativement modestes, et nous sommes face à des phénomènes connus, observables et pour la plupart prévisibles. Mais plongeons donc un peu plus profondément dans ce vide interstellaire, avec des phénomènes que nous connaissons certes, mais que nous ne pouvons pas voir. Car même si nous sommes abreuvés d'images et de diverses sondes et engins spatiaux en permanence, de nébuleuses, de galaxies qui nous donnent cette impression d'une certaine facilité, voire banalité, dans l'observation du cosmos, il n'en est rien. Les structures capturées par le James Webb Telescope, par exemple, sont des nébuleuses de dizaines d'années-lumière de large. En l'état, l'observation d'un astre comme Pluton, par exemple, au sein de notre propre système solaire, n'aurait l'allure que de quelques pixels flous sur une photo. En l'état, ne nous est observable et accessible uniquement des phénomènes suffisamment puissants et brillants pour pouvoir les voir. Des étoiles, des nébuleuses, des galaxies ou des supernovas. Pour résumer, nous avançons à tâtons dans le noir total, avec pour seul guide la lueur pâle et vacillante de quelques astres. Alors, imaginez la difficulté d'observer et même de repérer des astres peu lumineux et dont la position ne peut être estimée. C'est le cas par exemple des planètes errantes. Vous en avez peut-être entendu parler. Ces planètes orphelines, sans attache gravitationnelle, dérivent à travers la galaxie au gré des courants. Et si on peut aujourd'hui attester de leur existence, ce n'est que par des méthodes de détection indirectes, comme les émissions d'ondes infrarouges par ces astres, ou alors par des phénomènes de lentilles gravitationnelles. C'est-à-dire que l'on observe une région du ciel au hasard, et en espérant voir, peut-être, l'arrière-plan de l'espace se distordre et la luminosité des étoiles changer, signe qu'un astre massif est passé devant, courbant l'espace-temps et donc la lumière. Mais on ne sait pas vraiment comment ces planètes se forment, on sait seulement qu'elles existent. Pour les plus gros astres, des planètes gazeuses comme Jupiter ou Saturne par exemple, les scientifiques pensent qu'il s'agirait d'étoiles avortées,
qui n'auraient jamais pu atteindre la taille nécessaire pour initier le processus de fusion nucléaire en leur cœur. Mais cette explication n'est pas compatible avec la découverte récente de corps rocheux plus petits de la masse de la Terre par exemple. Pour ceux-ci, leur histoire est encore plus tragique. Imaginez, un système solaire vient de naître, et dans ce disque de poussière autour de lui, la poussière s'amalgame en rochers. Avec la densité de ces roches et la chaleur qui y règne, ces roches vont elles-mêmes à leur tour fusionner, s'agréger en des astéroïdes, qui à leur tour vont s'agréger pour former des protoplanètes. Celles-ci se comptent en dizaines, mais avec tous ces astres, dans un si petit espace, les perturbations gravitationnelles sont grandes, et aucune n'est à l'abri. Au cours des millions d'années suivants, les planètes vont s'auto-influencer les unes les autres, entrer en collision, et pour certaines, être éjectées. À la manière d'une fronde passant trop près d'un autre astre ou de leur étoile, la planète acquiert de la vitesse jusqu'à atteindre la vitesse de libération, les expulsant hors de leur propre système solaire. Ces phénomènes s'est également produit dans notre système solaire. Il se peut donc que des planètes, sœurs et compagnons de notre Terre, soient maintenant à la dérive dans le froid de l'espace. Ce scénario a pu se produire en un nombre incalculable de fois à travers les infinis systèmes solaires qu'abrite notre galaxie. Si bien qu'on estime aujourd'hui que ce genre de planète pourrait se compter en dizaines de milliards rien que dans la Voie lactée. Et tout cela sans que l'on puisse jamais les voir. Et ce qui est sans doute le plus étrange dans tout ça, c'est que, malgré ce que l'on s'imagine, ces astres pourraient tout à fait être susceptibles d'abriter la vie. Ces objets à la dérive dans l'espace interstellaire froid pourraient théoriquement maintenir une atmosphère épaisse grâce à leur gravité et à la chaleur radiative émanant du cœur en fusion de la planète. Des simulations estiment qu'un corps de la taille de la Terre, ayant une pression suffisamment forte, avec une atmosphère riche en gaz à effet de serre par exemple comme le dihydrogène, libérerait une énergie géothermique qui serait suffisante pour chauffer sa surface à des températures en dessous du point de fusion de l'eau. Ces mondes seraient donc des mondes océans dont ces étendues liquides pourraient abriter la vie. La vie est peut-être plus commune que l'on ne pense et surtout partout autour de nous dans des endroits que l'on ne pourrait voir. Mais à quoi ressemblent de tels mondes dans une nuit infinie? À quoi ressemblerait la vie sur de tels astres? Il semble malheureusement que seule l'imagination est en mesure de nourrir nos questions, tant ces mondes demeureront à jamais imperceptibles. Mais ce n'est pas tout. Un autre astre est imperceptible, et lui bien plus menaçant, rôdant, tapis dans l'ombre, les trous noirs errants. Contre-intuitivement, il est assez facile d'identifier un trou noir, grâce à la lumière émise par le plasma en rotation autour de lui. Ceux que l'on observe ont une masse comprise entre 5 et 15 masses solaires. Ils se signalent dans la Voie lactée du fait de la matière qui s'arrache à une étoile ou un compagnon et qui forme ce disque d'accrétion où les forces de frottement entre les courants de matière les chauffent au point d'émettre des rayons X. Mais selon les astrophysiciens étudiant la naissance des étoiles à neutrons et des trous noirs stellaires, il peut parfois arriver que l'explosion d'une supernova qui va causer la naissance d'un trou noir soit asymétrique, et qu'en conséquence, l'explosion provoque plus d'énergie d'un côté que de l'autre de l'astre et finisse par le propulser. La vitesse serait telle qu'elle atteindrait la vitesse de libération galactique et pourrait donc se balader dans l'univers entier, dans l'espace entre les galaxies. En l'absence de disque de plasma et donc d'émission de lumière, le seul moyen d'identifier de tels astres demeure, une fois de plus, d'identifier la courbure de l'espace qu'ils génèrent, modifiant la luminosité des étoiles en arrière-plan. Ainsi, il est difficile d'en estimer le nombre, tant il est difficile de les observer. Et on estime que leur nombre se situe entre 10 millions et 1 milliard dans notre galaxie. Cette fourchette est immense, tant le peu de connaissances que nous avons sur le sujet est vaste. Pour résumer, nous avons donc affaire à des astres mortels, dont rien ne peut s'échapper, extrêmement rapides et pratiquement indétectables. Nul besoin de préciser que si par malheur un de ces astres croisait le chemin de notre système solaire, cela en signifierait sa fin. Voilà, nous arrivons au terme de cette première partie, de ce premier épisode
dans l'inconnu et du vertige de l'espace. J'espère que vous avez pris la mesure des dangers et de l'étrangeté de l'univers que nous connaissons et que nous savons observer et identifier dans une certaine mesure. Bien que cet univers que vous regardiez le soir avec émerveillement vous paraisse un peu plus menaçant qu'avant, j'espère que vous ne ressentez pas encore trop de malaise, car le plus vertigineux reste encore à venir. Dans la deuxième partie, le deuxième épisode consacré à cette thématique, vous n'aurez plus rien à quoi vous raccrocher. Nous atteignerons les limites de nos connaissances, des phénomènes effrayants que nous ne savons tout simplement pas expliquer et dont les tentatives d'explication impliquent des hypothèses plus effrayantes encore. Avant de terminer cette émission, moi et Willy voulions remercier Tinu Ganesha pour son commentaire sur Apple Podcast qui nous dit « Astronomique, merci pour ce voyage intergalactique qui nous mène des profondeurs des quarks aux vertigineux sommets des confins de notre univers. Les narrateurs sont d'une clarté éblouissante, merci à eux et de nous ouvrir ces notions de physique, d'astronomie, de cosmologie et de philosophie. » Eh bien, merci beaucoup Tinu Ganesha, c'est comme d'habitude avec beaucoup de plaisir que nous recevons vos commentaires, moi et Willy, qui bien évidemment, même si vous ne l'entendez pas forcément à chaque épisode, participe à l'écriture. J'espère que cet épisode vous a plu, nous espérons que ces épisodes continuent de vous plaire, et si c'est le cas, n'hésitez donc pas à partager, à en parler autour de vous, à nous noter sur Spotify ou Apple Podcast et à laisser bien sûr une review. Merci à vous pour votre fidélité, et à bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.